24 avril 24 avril 2022, il est bientôt minuit, donc c'est l'occasion de s'attaquer à des questions importantes. Donc on revient sur l'essentiel. Qu'est-ce que la politique? Pourquoi l'on a des opinions politiques? Pourquoi l'on fait des choix politiques? Alors évidemment, la politique, c'est la façon que nous avons, la façon qui est la nôtre, individuellement ou collectivement, d'imaginer le fonctionnement ou de penser le fonctionnement d'une cité, d'une collectivité humaine. Nous pourrions très bien avoir envie de conserver un cadre dit naturel, composé d'hiérarchies ou de catégories superposées, peut-être certaines catégories spécialisées dans des fonctions précises. En tout cas, nous pourrions très bien défendre l'idée que la hiérarchie est une chose normale et naturelle, puisqu'on pourrait très bien dire nous revenons vers la nature des choses, nous revenons vers la première dimension des choses. Dans ces temps de régression vers un naturalisme idéalisé, donc on pourrait très bien dire, oui, c'est la nature des groupes humains appartenant à des classes d'êtres vivants, de fonctionner selon des systèmes hiérarchiques. D'ailleurs, la hiérarchie garantit la stabilité, puisque finalement, chacun est assigné à un rôle, chacun a un statut, et il y a bien sûr une certaine souplesse. Les plus qualifiés, les plus téméraires, les plus motivés, les plus engagés peuvent très bien finalement s'élever et espérer. On peut espérer changer de registre, changer de classe, changer de catégorie socio-économique, etc. Et voilà, on pourrait très bien parler d'ascension. L'ascension n'est pas interdite dans un système hiérarchisé, mais elle est, j'allais dire, peut-être qu'elle est contrôlée, qu'elle est modérée, qu'elle est quelque chose comme ça. Alors, donc l'origine des inégalités entre les hommes, etc., on peut revenir à des conceptions comme ça, donc, et discourir longtemps sur l'origine qui découlerait de ces origines de l'homme. Origine naturelle, bien entendu. Alors, on revient sur qu'est-ce que la politique? La politique, c'est une vision, c'est un projet, ce sont des choix, ce sont des propositions. Un projet contient un certain nombre de propositions, d'options, d'arbitrage, et finalement, un projet est par définition opposé à un autre projet. Alors, qu'est-ce l'on a dans cette société? La société française, pour ne pas la nommer, est une société qui puise ses références dans un temps de la monarchie absolue, évidemment, et puis ce qui a suivi, changement de régime. Alors, là, l'idée est que comment on peut appeler ça, dans quoi elle puise ses références. Je viens d'oublier ce que je voulais dire. Mais je retrouverai, je récupérerai donc le projet. Voilà, l'idée qu'il puisse y avoir une classe qui soit réfractaire. Voici donc les gens de gauche, ce sont les réfractaires, les gens qui ne se sont pas rangés du côté de la monarchie. Évidemment, ce sont des gens qui ont suivi le probe, qui ont été considérés comme des rebelles. Donc, obligatoirement, ils étaient contre
la légitimité. Voici donc ce qu'est finalement les tenants qu'on les appelle de la droite, libérale ou pas, les tenants d'un certain ordre naturel. Donc, la légitimité est du côté de celui qui en est le détenteur par j'allais dire, par tout un processus, on pourrait appeler ça processus de sélection naturelle, quelquefois sélection dynastique. En tout cas, on pourrait même dire qu'il y a une sélection d'ordre extra-humain, d'ordre divin. La monarchie la monarchie d'essence divine, j'ai oublié le terme consacré, de droit divin. Il y a donc, et en 81, quand les gens, les réfractaires appelés gauche, la gauche comme on l'appelle, qui n'est pas une gauche, elle n'est pas gauche la gauche, elle sait comment, elle sait s'orienter, elle sait changer de registre. Elle n'est pas toujours dans l'opposition et dans une attitude de refus et de rébellion. La gauche peut être aussi une gauche du gouvernement, une gauche responsable, une gauche qui sait faire des compromis. Alors voilà donc l'idée que l'appel à la légitimité. Donc, une partie des composants de la société, non des moindres, continue de s'inscrire dans une longue lignée de légitimité. Qu'elle ne s'appuie plus, qu'elle ne puise plus ses références dans une monarchie, peu importe, elle les puise quelque part dans un autre ordre qui n'est pas monarchique, mais qui a beaucoup qui s'appuie beaucoup sur une élite, sur une classe dirigeante qui, d'une certaine façon, pourrait se passer le relais entre elles. Donc, quelque part, les gens, le camp du progrès, le camp du changement profond, était considéré comme un camp non légitime. Cette illégitimité s'est poursuivie pendant des années. Et nous avons vécu, alors pour revenir à des choses très actuelles, très en rapport avec ce qui vient de se passer, oui, on a vécu avec un grand cri de victoire. Les gens ont explosé de joie, dans le vrai sens, dans le sens littéral du terme, en 81. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont sortis, ils étaient en liesse. Après, ce sentiment de liesse, même avec les victoires, va s'atténuer. Donc en 88, malgré la victoire du camp du progrès aux élections présidentielles, la liesse était assez tiède. L'expression de la liesse n'était pas si forte que cela. Et donc, parce qu'on a connu un contre-coup, celui de la cohabitation, donc la droite, comme on l'appelle, était revenue au pouvoir entre-temps, et finalement on est passé par des phases comme ça. Alors, on peut très bien parler d'une forme de miracle, quelque chose qui n'était pas attendu, la dissolution ordonnée par Jacques Chirac. Donc la dissolution en 97 a permis au camp du progrès, au camp du changement de revenir aux affaires. Donc, mais ce n'était pas la majorité présidentielle. La majorité, s'il n'avait pas dissous l'Assemblée nationale, il n'y aurait rien de changé. La parenthèse Jospin n'aurait pas existé. Donc c'est à la faveur, le camp du progrès arrive au pouvoir à la faveur quelquefois d'un miracle, de quelque chose dont il n'est pas responsable. Comme en 81, le camp du progrès a gagné parce que Chirac était fondamentalement contre un deuxième mandat
pour Giscard d'Estaing. Donc, il n'en était pas question. Et en sous-main, et quelque part, il n'a pas appelé à voter Giscard, et finalement, il est resté quelque part, il s'est retiré, peut-être qu'il a voté Mitterrand, mais ce n'est pas la question c'est qu'il n'a pas, il a contribué de façon indirecte, évidemment, à la victoire. Sans cette opposition, presque cette haine entre Chirac et Valéry et Giscard d'Estaing, il n'y aurait pas eu de victoire. Rappelons que en 1978, la gauche a été battue aux élections législatives, si je me rappelle bien. Donc la gauche, dite, la composante de la société dite de gauche, voilà, la gauche qui en italien finit sinistra tout de suite, la gauche, gaucher, gauche, ce n'est pas bon. Il va falloir changer de terme. Il n'y a pas changer le nom du Parti Socialiste pour un Parti Social-Démocrate. Ça ne changera rien dans les faits. On peut changer de nom, mais quand même, là, sur ce plan-là, alors on peut appeler ça le camp du progrès, puisque cette fraction de la société propose d'accorder plus de droits à des gens qui pourraient, dans une situation d'infériorité, de permettre une plus grande égalité entre les gens. Égalité dans les traitements, dans les salaires, dans les conditions de vie, etc. Voici ce que c'est. Finalement, elle croit à l'action politique pour changer les conditions économiques et socio-économiques de la vie des gens. Elle croit finalement à une sorte de contre un changement qui pourrait se faire de façon naturelle, progressive, etc. Elle croit à l'intervention, presque à l'imposition, à imposer le changement, et non pas attendre qu'il advienne de lui-même, par un mouvement presque, voilà, parce que ce serait une des, comment dire, quelque chose que l'histoire nous promet. L'être humain a commencé, voilà, les conditions précaires, et puis petit à petit, etc., le progrès technique aidant, on aurait finalement, on aurait pu assister à une sorte de nivellement, une égalisation, voilà. Mais bon, on pourrait l'attendre, cette progression, on pourrait l'attendre encore 100 ans, 200 ans. Donc il a fallu prendre des décisions, quitte à finalement à se tromper en accordant un pouvoir d'achat à la classe nécessiteuse, à la classe laborieuse, et finalement à profiter à l'Allemagne à l'époque, etc. Voilà, quitte à ce que voilà, la retraite à 60 ans, c'est une décision politique et non pas une décision économique, etc. Ça va peut-être contre le raisonnement et contre la logique économique. Voici quand on s'émancipe de la logique purement économique, purement marchande, etc. Donc la politique, c'est important. C'est important de savoir ce que l'on veut, mais pas de le savoir individuellement, ça ne sert strictement à rien. De le savoir collectivement, de se retrouver autour de quelques idées maîtresses, collectivement, le plus collectivement possible, et de s'assembler. Donc la chose étant sur le plan idéal ou sur le plan abstrait, mais dans les faits, la chose est compliquée. On peut très bien retrouver une partie de la classe laborieuse qui est pour maintenir les conditions existantes et même pour les aggraver. Créer des hiérarchies entre les laborieux, entre les précaires, etc., etc., moins de droits, moins de ceci et cela. Évidemment, créer une division entre les nationaux et les nationaux anciens et les nationaux récents, voilà, créer une sorte de ségrégation, quitte finalement, voilà. Alors, la légitimité, se sentir légitime dans ses combats et dans ses
pour un terme un peu chargé, mais quand même ses valeurs, ses choix, c'est compliqué cette histoire, toujours compliqué. Nous avons un énorme développement de l'ego-parole, la parole particulière, la parole individuelle, au détriment des paroles collectives. Et quand on va vers un collectif, on trouve que le collectif a des comportements individualistes. Il a beau, sur le plan numérique, être un collectif, et pourtant on va retrouver des individualités. On va se retrouver avec des comportements qui visent à imposer quelque chose, à imposer une vision, la vision du chef, la vision du clan des chefs, les orientations, très bien, un bureau national ou un bureau, comment on peut appeler ça, en dehors du bureau national, il y a le comité central. On va retrouver des systèmes de direction qui imposent, au lieu d'avoir une participation de tout le collectif à l'élaboration des orientations, on va retrouver que les gens sont là pour écouter, pour aller propager la parole, mais non à introduire une quelconque, à nuancer ou à critiquer ou à vouloir ajouter quelque chose. Et une fois que ça a été décidé par le haut, ça doit finalement être appliqué par la base, qui évidemment, la base c'est la structure la plus large. Donc toujours une forme de verticalité, et on doit construire quelque chose de beaucoup plus horizontal, à condition évidemment que chacun ne privilégie pas sa vision à lui, ne s'attache pas finalement à vouloir respecter toutes ces singularités. Quelque part, on doit un peu faire en taire ces singularités au profit de quelque chose qui peut fonctionner, parce que c'est finalement chacun renonce à quelque chose de lui pour le bénéfice d'un collectif. Alors, il y a obligatoirement ce soir quelque chose de l'ordre du soulagement, mais je pourrais en parler plus tard. Toujours définir la politique. Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que l'engagement politique? Qu'est-ce que le militantisme? Qu'est-ce que finalement que de consacrer une partie de sa vie, de son énergie et de sa liberté de penser, voilà, conditionner sa liberté de penser à un schéma, devenir finalement une forme de suiveur. On suit parce que finalement dans ce suivisme, on va retrouver, peut-être dans cette affaire, il ne s'agira peut-être pas d'un intérêt individuel stricto sensu, mais quelque part, on pourrait penser que l'intérêt individuel pourrait très bien être satisfait dans un intérêt collectif. Moi, je peux très bien trouver que je suis très satisfait parce que, voilà, c'est ma vision. Quand des gens défendent des gens qui leur sont totalement étrangers, je ne sais pas s'ils y trouvent un intérêt particulier, mais ils le défendent au niveau des idées, quitte à encourir des sanctions finalement toutes sortes de non pas punition, mais il y va de l'intégrité de la personne. On peut très bien être jugé, condamné par fait de solidarité, pour cause d'engagement vis-à-vis d'une population qui manque évidemment de porte-parole ou de gens capables de la défendre. La cause des gens faibles, non pas précaires, mais faibles, ça englobe un peu les gens qui pourraient se retrouver en situation de faiblesse. Voilà, qu'on voit apparaître des gens prêts à offrir
leur confort, leur tranquillité, leur aisance, pour que ces gens, ces faibles gens, puissent quand même ne pas tomber dans l'oubli et dans l'indifférence. Lutter contre l'indifférence et l'idée de ne s'occuper que de ses propres intérêts. Donc la politique c'est très compliqué. Quand on s'engage, on rencontre toutes sortes d'obstacles. Ce n'est pas quelque chose de très facile à vivre, mais voilà. Donc quelques idées comme ça pour un peu orienter le débat que je voudrais entamer. Il s'agit de proposer un projet. Comment se construit un projet? Un projet se construit sur le long terme. Et tout simplement, s'il y a défaite à un moment donné, c'est que le projet n'était pas prêt. Le projet, comme par exemple quand on n'a pas un projet bien ficelé, ça laisse l'espace pour les paroles individuelles, pour les engagements dans des sortes de batailles annexes, et même on peut voir des dérapages. Donc le projet oriente la parole, structure la parole, c'est lui la référence. La référence permanente. On n'est là que pour défendre le projet, mais pas pour défendre autre chose. On ne rentre pas dans d'autres débats ou d'autres questions. Bien entendu, dans ces temps où la parole est multiple, et la parole pléthorique, la parole excédentaire finit par un peu faire perdre l'essentiel. Il y a trop de discours pour le bénéfice que cela fait. Étant entendu qu'il y a un discours qui, lui, est un discours légitimiste, mais mais défendu par des gens qui se réclament, j'allais dire, ils ont pour référent à la terre, ils ont pour référence le sang, ils ont pour référence l'histoire. Voilà. Donc, ces gens-là gagnent actuellement parce que c'est une parole facile que de créer des divisions entre les gens, que d'appeler au sentiment d'appartenance le plus restreint possible, l'appartenance clanique presque. Et évidemment, je ne peux pas terminer sans faire référence au danger que représente le local, le terme local et le localisme qui en découle. Le local est un grave danger, vraiment. Le local rejoint très bien le national, le patriotique, l'extrême national, évidemment. Le local, c'est très facilement, ce n'est pas une histoire, de manger ce qui a poussé à côté de chez soi. D'abord on est passé à la monnaie, on a commencé par la monnaie, ou alors il y a eu aussi cette monnaie créée, une monnaie locale qui interdit de pouvoir faire les échanges avec le lointain, qui peut être un lointain, pas vraiment lointain, mais juste le local d'à côté. Alors, tout à l'heure, j'ai regardé un long reportage. Apparemment, il était bien fait, m'intéressait, moi qui étudiais la proto-histoire. Et donc, on voit que finalement, ils se sont posé la question sur des offrandes ou des dépôts dans des tombes. Et donc, ils ont compris. D'où ils ont évidemment été chercher les objets qui étaient déposés avec le mort, venaient de loin. Et donc, c'est parce qu'il y a eu des échanges. On a échangé le sel contre ces objets, on pourrait dire, manufacturés. Donc, venus de
plusieurs centaines de kilomètres. Si nos ancêtres, moi je considère que ce sont mes ancêtres, si nos ancêtres pratiquaient l'échange à leur époque où c'était très difficile, alors nous allons faire mieux que nos ancêtres, nous allons abolir l'échange. Ah, si donc ce que c'est que le localisme, la monnaie, et pas seulement les produits et la monnaie, alors tout ce qui est finalement du territoire ne doit pas quitter le territoire. Il faut manger, il faut boire territoire local, il faut manger local, il faut respirer local, il faut penser, surtout penser local. Et qui dirait les gens ont l'air satisfaits, et comme quelqu'un qui a fait ses bénédicités, qui est allé déposer son obole dans le comment on appelle ça, j'ai oublié de l'église, finalement qui a fait son devoir religieux, devoir sacré. Ça devient de cet ordre-là. Il faut s'interroger sur, c'est pas parce qu'on est opposé à certains processus d'échange mondiaux, finalement, à certains processus mondiaux d'échange, que l'on doit finalement aller dans l'autre sens. Si on pratique le local, il est normal que des gens, que la propagande, que l'idéologie nationale socialiste ou nationale révolutionnaire triomphe dans ces temps de repli exacerbé, sans honte. On appelle repli. Alors évidemment, à une certaine époque, on parlait de cosmopolitisme, maintenant on parle de mondialisme. Alors évidemment, c'est la bête à 7 têtes, c'est le dragon à 99 têtes, ou je sais pas quoi, c'est quelque chose de monstrueux que le mondialisme, parce qu'il amène, parce qu'il fait, le procès contre le dit mondialisme fait que, voilà, que on cherche à ressusciter une identité vécue comme menacée, une identité nationale, voire finalement ses déclinaisons, l'identité locale. Alors, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, participez de ce courant de réflexion, réfléchissez, mais tout en pensant que vous contribuez à quelque chose de plus grand que vous, que vous ne cherchez pas à promouvoir votre propre pensée, mais que vous cherchez à rencontrer d'autres pensées, et que votre pensée n'est pas du tout, ce n'est pas une pensée fixe, rigide, définie une fois pour toutes, c'est une pensée ouverte à la critique, ouverte presque toute pensée par définition, on attend d'une contradiction, on attend d'une dénégation, voilà quelque chose qui pourrait la mettre en difficulté et mettre sa pensée en examen, à mettre devant les faits, devant la réelle, devant la diversité, etc., etc.